Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de l'émission La Voix de la Diaspora. Coproduction Camer.be, Sopi Prod International et Diaspora Post Magazine. Au sommaire de cette édition, l'avenir du Congo-Brazzaville, le départ du président Sassou Nguesso et la sécurité en Afrique centrale. Et pour en parler, notre invité aujourd'hui, Modeste Boukadia. Bonjour Président. Bonjour. Président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, condamné à 30 ans de travaux forcés pour avoir exigé l'instauration d'un gouvernement d'union nationale en 2013. Quelle est votre actualité, Président Boukadia? Écoutez, d'abord, si vous le permettez, je voudrais saluer les cadres et les membres de mon parti qui sont dans les geôles de M. Sassou, condamné à 5 ans et 7 ans de prison ferme pour avoir soutenu l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Effectivement, aujourd'hui, l'actualité, mon actualité, j'aurais bien voulu parler de la réouverture de relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, ou alors parler de l'avancée de la crise avec l'Iran, de la communauté internationale avec l'Iran sur le problème de l'uranium, ou alors je pourrais parler de la crise de la Grèce, ou plus prosaïquement en France, puisque je suis en France, des vacances. Mais l'actualité qui me prend aujourd'hui, ce sont ces hommes-là qui sont en prison pour rien, au nom de rien, et l'Afrique qui voit son avenir bouché parce que aucune avancée significative ne pointe à l'horizon. Vous êtes épanché, vous vous êtes dit très inquiet pour votre pays, mais pourquoi? C'est normal que je sois quand même inquiet. Le Congo est un pays très riche. Mais on nous a toujours présenté le Congo comme un état de droit, donc être inquiet, ça suscite beaucoup d'interrogations. Vous savez, moi je veux bien quand vous dites que c'est un état de droit. Vous avez déjà vu où un état de droit qui condamne des gens pour avoir demandé un gouvernement d'union nationale, on prive des bons pères de famille, des gens qui n'ont jamais volé, ni pillé quoi que ce soit. On les condamne à 7 ans de travaux, de prison ferme pour avoir exigé un gouvernement d'union nationale pour le bien de tous les Congolais, du Nord comme du Sud. Et on me condamne à 30 ans de travaux forcés pour avoir voulu la réconciliation nationale. Le discours officiel veut que du président, n'est-ce pas, du Cercle des démocrates et républicains congolais, veut qu'il ait été condamné pour avoir réclamé un gouvernement d'union nationale. Mais pour être condamné quand même à 30 ans de prison, ça suscite moult interrogations. Quelle vérité avez-vous révélée ou avez-vous découvert pour avoir obtenu une telle peine? Oh, mais vous savez certainement que cette vérité-là méritait le changement de la planète tout entière. C'est pour ça que j'étais condamné. Je crois que ça a dû être beaucoup plus important que la venue du Christ ou Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui, bien sûr, je suis heureux que j'ai été condamné. Et si l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est demander un gouvernement d'union nationale, je suis heureux que j'ai été condamné comme ça. Mais dans ces conditions, M. Sassou, le dictateur qui demande le même gouvernement d'union nationale pour qu'il fasse un coup d'État constitutionnel, lui aussi on doit le condamner. À combien d'années on va le condamner lui? Parce qu'il demande la même chose. Aujourd'hui, il veut mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il m'a condamné parce que j'ai demandé un gouvernement d'union nationale. Il m'a condamné parce que j'étais le premier à dire qu'il ne fallait pas changer la Constitution. Il a condamné parce que j'ai libéré la parole. Vous avez justement, en parlant de condamnation, aujourd'hui vous parlez d'une scission du Congo-Brazzaville. Vous avez justement à propos... Laissez-moi terminer, Président. Vous avez adressé au secrétaire général des Nations Unies
une demande de revenir aux anciennes frontières, aux frontières avant la colonisation. Alors, est-ce que vous croyez que cette requête a des chances d'aboutir? Bon, d'abord, je voudrais préciser, je devrais donner une précision de taille. Absolument. Il ne faut pas rester dans le non-dit. Aujourd'hui, depuis le génocide de 750 000 personnes qui manquent à l'appel dans le sud du Congo, le régime du dictateur Sassou a mis en place un gouvernement et des institutions représentées à 99% par les ressortissants de la cuvette, à savoir le clan Mboshi. Acceptez-vous qu'un pays entier puisse être dirigé à 97% dans le commandement tant civil que militaire par les ressortissants d'une même région, d'un même village? Et aujourd'hui, à l'issue de ce génocide des peuples du Sud Congo, qui a commencé de 1999 à 2005, M. Théophile Obenga, un intellectuel, semble-t-il, écrit dans un livre: on vous tue, on viole vos femmes, vous acceptez cela. Si vous n'acceptez pas, on va à la scission, on va à la partition. Voilà ce que M. Théophile Obenga, conseiller de M. Sassou, écrit. Je redis bien, c'est un universitaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un, quand il a posé ses arguments, avait réfléchi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du village qui raconte n'importe quoi. Et moi, je le dis non. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on nous tue. Vous nous avez tué 750 000 personnes. Vous les avez validées par vos recensements. Et puisque M. Sassou nous appelle les autres, c'est-à-dire quand on est un chef d'État, si on appelle une partie de la population les autres, ça veut dire que c'est les étrangers. Il l'a jamais fait officiellement. Si, il a dit dans son discours. Dans son discours de fin d'année, il a dit le sang des autres. Quand on dit le sang des autres, ça veut dire des étrangers. Donc, ça veut dire que nous, ressortissants du Sud Congo, nous sommes des étrangers. Et puisque nous sommes des étrangers, nous validons, effectivement, puisqu'on est des étrangers. Pourquoi rester ensemble avec ceux qui nous traitent comme des étrangers? À la lecture de vos meetings et de vos discours, on lit que vous souhaitez un référendum avec pour but de la partition du Congo. Est-ce que le peuple est d'accord avec vous, Président Boukadia? Écoutez, la seule chose, je suis un démocrate, je vous le rappelle. Même si le général de Gaulle, en allant à Londres, avait dit à Churchill, je suis la France. C'est le fait qu'il ait dit, je suis la France, que la résistance s'est organisée. Et que la France a dû se lever pour ne plus être maltraitée ni violée. Si aujourd'hui, je peux aussi reprendre à mon compte que je suis le Congo, puisque j'ai été condamné à 30 ans de travaux forcés pour avoir demandé au peuple du Sud Congo que malgré ce que le dictateur vous a fait, je demande pardon à son nom, regardons devant, construisons le Congo ensemble. Autrement dit, s'il m'a condamné, ça veut dire qu'il n'était pas d'accord sur l'unité nationale. C'est pour ça que j'ai demandé, en tant que démocrate, que M. Sassou aille jusqu'au bout de la logique. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui ai demandé de ne pas changer les constitutions. C'est la constitution elle-même, sa propre constitution, celle du 20 janvier 2002, qui lui interdit de ne pas changer la Constitution ni de modifier pour qu'il se représente. D'une part. Mais la loi aussi peut évoluer en fonction... D'accord, d'accord. Mais pourquoi ne pas faire évoluer... C'est un homme de contingence. Qui... Non, vous n'allez pas me dire que nous allons lui donner le baptême d'être aussitôt automatiquement démocrate. Non, 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 non. Surtout pas ça. Non, je reviens sur la... Vous savez, monsieur François Hollande, c'est le président de la France, oui, qui a été élu. Le président français
n'a pas envoyé le Parti socialiste ou n'importe quelle association pour dire non, allez apporter la bonne parole aux Africains qui ne doivent pas modifier les constitutions pour leurs besoins. Lui, en tant que président de la République, a dit lors du sommet de l'Élysée qu'il n'est pas nécessaire de changer les constitutions pour des convenances personnelles. Il l'a redit à Dakar au moment de la francophonie. Et pour se faire entendre, s'il y a des gens qui sont bouchés, lors de sa récente visite officielle d'État au Bénin, qu'il a emmené au Bénin, en Angola, plus au Cameroun, il a réinsisté de ne pas changer la constitution. C'est-à-dire, c'est le président français. Et je redis qu'il n'est pas passé par le Parti socialiste. De même, le président Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, il l'a dit lui-même, et par la suite, il a envoyé des émissaires, dont le secrétaire d'État, M. John Kerry. Et dernièrement, il a envoyé M. Tom Malowski, pour aller dire de ne pas changer les constitutions. Donc ce sont des institutions, ce sont des gens élus par le peuple qui ont dit que les Africains ne doivent pas changer la constitution. Alors je ne comprends pas pourquoi M. Sassou, lui-même ne nous dit pas, moi je suis le président des Congolais, je demande, je propose le changement de la constitution par référendum constitutionnel. Pourquoi il envoie son congrès du PCT qui s'est réuni à Sibiti pour dire il faut un référendum constitutionnel. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il faut qu'il montre que c'est lui le président et qu'il dise... Président Boukadia. Il faut qu'il nous dise. Moi, j'attends. Président Boukadia, on entend un autre son de cloche aussi au sein de votre mouvement, au sein de votre parti politique. Une aile dure, l'aile dure du parti exige le retour pur et simple de ces halogènes qui vous servent de dirigeants. Est-ce que vous partagez cette thèse-là de l'aile radicale de votre parti? Dans mon parti, il n'y a pas d'aile radicale, c'est le peuple. Vous savez, au Congo... Quelques barons, quelques caciques de votre parti exigent le retour pur et simple de ces halogènes. Au Congo, il y a le parti des riches et le parti des pauvres. M. Sassou est le président des partis des riches, c'est-à-dire ceux qui ont braqué le Congo. Mais plusieurs dirigeants aussi de votre parti ont accusé les autorités congolaises d'être étrangères, plutôt halogènes, s'il faut le... J'entends bien, j'entends bien. Absolument. Je répète bien, je redis bien, que le grand président Nelson Mandela a été condamné par les Afrikaners à 28 ans de travaux forcés, c'est-à-dire des étrangers. Au Congo, on avait condamné, le premier condamné à 30 ans de travaux forcés fut M. André Grenard Machoua par les Blancs, les colons blancs, c'est-à-dire des étrangers. M. Sassou me condamne à 30 ans de travaux forcés. Et je rappelle, le grand président Nelson Mandela disait que l'Afrique du Sud doit appartenir à tout le monde doit avoir les mêmes droits. M. André Grenard Machoua avait dit il faut l'émancipation de tous les Africains. Il faut que les Africains aient accès à l'instruction au même niveau que les Blancs. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont été condamnés respectivement à 28 ans de travaux forcés, 30 ans de travaux forcés. Et moi, je demande que les Congolais du Sud et les Congolais du Nord aient les mêmes droits et devoirs, sans distinction. Je suis condamné à 30 ans de travaux forcés. Ça sous-entend que ce n'est pas un autochtone qui m'a condamné. Mais je dis ceci, la question n'est pas là. Absolument. Je ne suis pas, et je précise bien que le Congo n'est pas la Côte d'Ivoire. Je sais où vous voulez venir, que il y a la thèse de la congolité. Non, non, non. Nous ne sommes pas en philosophie, nous sommes dans la réalité. Est-ce que vous êtes d'accord, président Boukadia, franchement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette branche de votre parti qui exige le départ pur et simple de ces halogènes qui vous servent de dirigeants? Là est la question. L'histoire moderne aujourd'hui nous a montré que un dictateur, soit-il autochtone ou venu d'ailleurs, doit se soumettre à la volonté du peuple souverain. Ou alors, il est chassé. Vous avez vu la Libye?
Vous avez vu la Tunisie et vous avez vu l'Égypte. Même si ces expériences-là nous donnent que tout n'est pas réglé. Que M. Sassou soit halogène ou non, la question n'est pas là. La question, c'est que le peuple ne veut plus de M. Sassou, ni de son clan. Le peuple ne veut plus que le Congo soit dirigé par des présidents militaires qui sont tous issus de la cuvette. Je vais reprendre une partie de votre discours. Il serait donc judicieux, avant une extermination certaine et programmée des populations autochtones du sud du Congo par les étrangers, fils d'anciens miliciens tortionnaires de nos arrière-grands-parents, qui étaient entendés par là les anciens miliciens, soit soudanais, maliens, Dahomey, du Dahomey, sénégalais, tchadiens et j'en passe. Et que nous avions été forcés par le colon blanc à accepter et adopter comme faisant partie de la grande famille Congo, il serait judicieux, ai-je dit, de procéder par un retour aux anciennes limites du Congo si l'on veut préserver tant soit peu le génome des Congos. Ce sont là les propos graves. Oui, oui. Qu'est-ce qui justifie une telle affirmation, président Boukadia? Je redis ceci. On est français parce qu'on a la conviction d'être français et on œuvre pour la France. Absolument. Peu importe qu'on soit des étrangers. Mais si on n'œuvre plus pour la France, le caractère étranger sort et il y a des extrémismes qui se revendiquent. Aujourd'hui, ce que fait M. Sassou, ce que fait le dictateur, le chef de guerre, faire ressortir. D'ailleurs, je vous dis que ce n'est pas mon aile dure qui a écrit ça, parce qu'il n'y a pas d'aile dure chez moi. C'est le dernier ouvrage écrit par un Européen, un Français. C'est lui qui ressort ça. Et pourquoi ça ressort? Parce que tout le monde se rend compte que l'instabilité est en train de gagner l'Afrique centrale. Vous vous rendez compte? Le Congo est à 99% chrétien. Comment se fait-il que M. Sassou veuille construire la plus grande mosquée d'Afrique centrale pour 1% de musulmans? Comment se fait-il que M. Sassou ne lutte pas contre Boko Haram alors qu'il en use? On en parlera en d'autres termes pour revenir sur ce point, sur cet aspect de notre entretien. Vous faites ressortir la congolité, mais il faut savoir que vous devez savoir que l'histoire aussi nous donne raison, puisque vous évoquez l'histoire, je l'évoque en même temps. L'exemple de la Côte d'Ivoire n'est pas l'un des meilleurs. Après l'Ivoire été, on sait tous ce qui est arrivé. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi qu'il y ait une forme de résurgence au Congo-Brazzaville? Oui, écoutez, non, moi le propos que je tiens aujourd'hui est pour préserver la vie des uns et des autres. Mon propos de création de l'État du Sud-Congo en tant qu'entité politique, économique, sociologique, a pour but de préserver la vie. Moi, je respecte la vie du peuple. Et pour M. Sassou ne respecte la vie de personne. Et pour atterrir sur ce sujet, sur le sujet de la congolité, M. Sassou, le président Sassou Nguesso, est-il congolais? Écoutez, moi je dirais non. Si nous regardons l'histoire des noms de famille, le nom de Sassou n'est jamais présent en Afrique centrale. Nguesso, oui, mais c'est son frère qui s'appelle Nguesso. Maurice, oui. Et M. Sassou a ajouté le nom de Nguesso après l'assassinat de Marien Ngouabi, dont il accusait que c'était le Congo, alors que c'était eux les responsables, pour ne pas le dire que c'était lui. Quand on analyse le nom Sassou, c'est un nom très courant en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, lui-même, il reconnaît qu'il est d'origine abbé. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais peu importe aujourd'hui, qu'il soit congolais ou qu'il ne le soit pas. Mais du moins, s'il est congolais, alors il m'explique pourquoi
a-t-il exterminé une partie du peuple dont il est issu, c'est-à-dire Congo? Il en a extrait 750 000 qui ont disparu. Il faut qu'il m'explique s'il est congolais. Pourquoi a-t-il mis plus de 500 personnes, de jeunes gens vivants, dans des conteneurs et noyés dans le fleuve Congo? Pourquoi a-t-il creusé des fosses où il a jeté des jeunes Congolais du Sud, vivants, aspergés d'essence et brûlés? Et tout ceci avec des preuves, bien évidemment. Oui, écoutez, vous connaissez l'histoire des disparus de Biche, quand même. Absolument. Ah. Nous ne fabulons pas. Hein? Donc, vous comprenez. Tenez, je reviens à Milosevic et M. Karadzic. En Serbie, 800 musulmans tués, 8000 musulmans tués. C'est déjà beaucoup. Tout le monde s'est sauvé au secours de la Serbie pour que le feu ne s'étende pas en Europe. On a dit, entendez-vous, on a créé la Serbie plus la Slovénie. Aujourd'hui, ils s'entendent bien. Pourquoi Chez nous, M. Sassou tue 750 000 personnes. Et pourquoi votre parti n'a pas porté l'affaire devant le tribunal pénal international? Le dossier se trouve au tribunal pénal international, monsieur. Et M. Sassou est averti par courrier officiel. Vous critiquez l'inaction du président Sassou dans la lutte contre Boko Haram? Non, je ne critique pas son inaction. Je ne critique pas son inaction. Vous constatez son inaction? Je ne constate pas. Je m'étonne de la collusion. Ce qui est encore plus grave. Il y a une collusion. Pourquoi? Qui manifeste ou ce sont des suppositions? Écoutez, pourquoi n'a-t-il pas envoyé un contingent comme le président Idriss Déby pour aller combattre? Le président Idriss Déby envoie les troupes, il faut au moins se dire des choses. On peut constater l'inaction du président Sassou et aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que le président Sassou envoie les forces pour au début. Il n'a pas envoyé les forces défendre le Cameroun. Donc il envoie les forces parce qu'il sent que son pays est menacé et que si... Non, monsieur. C'est lui qui menace la stabilité de l'Afrique centrale. Nous avons un devoir de vérité. Nous savons très bien, prenons le cas de la République centrafricaine, qui a installé le président Bozizé. C'est lui avec le président Bongo. Qui a chassé le président Bozizé? C'est lui. Qui a installé Djotodia? Mais il n'était pas seul. C'est lui. Mais il n'est pas seul à décider. On sait bien qui fait quoi dans la sous-région en parlant de la RCA. Aujourd'hui, ne me dites pas... Bon, je vous donne un... Prenez l'opération Sangaris. Dès que l'opération s'est installée, il y a eu 2 militaires français qui ont été tués. Les tueurs, on les a trouvés où? Au nord du Congo. Pourquoi se fait-il que lorsqu'il y a des incidents au Cameroun, les frontières deviennent subitement imperméables, plutôt perméables? Ça veut dire que si... Vous accusez le président Sassou de jouer un double jeu? Je ne dis pas qu'il joue un double jeu. Je me pose la question de la collusion. Quel est l'intérêt de M. Sassou de créer la plus grande mosquée d'Afrique centrale au Congo et dans Brazzaville Sud, si ce n'est pour attirer l'attention en disant que « Ah non, si vous ne m'aidez pas, il va y avoir des problèmes » alors que c'est lui qui crée le problème. Voilà, c'est cette collusion, hein, ce double langage qui est incompréhensible. C'est lui qui crée le problème et il va impliquer les autres. Quel est l'intérêt? Pensez-vous véritablement que le Congo, l'Afrique centrale a besoin de la plus grande mosquée d'Afrique centrale pour 1% de musulmans au Congo? Honnêtement. Ce sera au peuple congolais de répondre. Vous avez demandé à la France d'exiger la libération des membres de votre parti, incarcérés à tort. Oui, absolument. Comme vous le connaissez. À quel niveau se trouve votre requête? Mais écoutez, là, je crois que c'est dans les domaines diplomatiques, il y a des pourparlers qui se font. Je sais que l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies
ont envoyé une délégation récemment, là, du 2 au 3 juin dernier, où ils ont demandé fermement au gouvernement de M. Sassou de libérer impérativement ces jeunes gens et de les indemniser, ces jeunes gens, d'indemniser les partis, le parti, donc le CDRC, et de m'indemniser également pour d'avoir été sali. Donc ça, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, ce sont les pourparlers souterrains de la France, des États-Unis, de l'Union européenne et des Nations Unies. Mais je sais qu'il y a un travail qui se fait et que dernièrement, j'ai écrit de nouveau au secrétaire du groupe de travail sur la détention arbitraire pour lui demander de savoir où en était le dossier. C'est surtout suite à la plainte que mon avocat a déposée à la CPI pour disparition. La CPI a répondu disant que la CPI ne pouvait pas pour l'instant instruire ce dossier. Pour la simple raison, la CPI ne peut instruire que s'il y a des preuves tangibles que les personnes sont décédées. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé donc au groupe de travail de proposer des médiateurs. Nous avons demandé que soit nommé l'ex haute représentante de l'Union européenne aux affaires étrangères, Mme Catherine Ashton, ou bien M. Olivier Stirn, d'être mandaté par l'ONU pour aller constater les preuves de vie de ces 14 personnes, de ces prisonniers politiques, pour ne pas dire Le gouvernement congolais les présente comme étant des mercenaires. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous avez été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Avez-vous voulu renverser le président Sassou Nguesso? Si demander un gouvernement d'union nationale, c'est renverser le gouvernement M. Sassou Nguesso, alors, tous ces arguments sont infondés. Puisque les Nations Unies, qui est la représentation de la communauté internationale, a balayé tout cela d'un revers de main, puisqu'il a émis un acte exécutoire disant que tout ça, ce sont des affabulations. Donc je disais, si demander la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, c'est faire atteinte à la souveraineté de l'État, je redis, M. Sassou qui veut mettre en place un gouvernement d'union nationale, il va faire l'atteinte, il va renverser qui? Qu'il me dise. D'aucuns disent que vous avez la rancune tenace et d'autres affirment qu'une fois arrivé au pouvoir, vous vous vengerez du président. Non, 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 non. Vous savez, c'est facile de dire les choses comme ça. C'est facile. Je n'ai pas besoin. Vous avez quand même essuyé des multiples offenses. Oui, vous avez été meurtri jusqu'à dans votre chair. Je pense que si... Oui, je sais, c'est difficile. Parce que j'ai quand même perdu dans cette affaire plusieurs parents. Mais je pense que tout homme doit mourir d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est important, c'est de regarder devant. Ce que je regrette, c'est que M. Sassou ne cesse de rendre hommage à sa fille, Edith Bongo. Mais il y a des parents qui ont perdu le leur par sa faute et qui ne peuvent pas faire le deuil. Oui, ça c'est très dur. Lui, il fait le deuil. Il sait où sa fille repose. Mais il n'a pas réussi à faire le deuil. Combien de fois des parents qui ont perdu, par sa faute, des milliers de personnes qui ne peuvent pas faire le deuil. Non, je ne suis pas là pour me venger de quoi que ce soit. Moi, je regarde demain. Il y a ces jeunes, diplômés, qui sont là, à qui nous prenons leur vie, leur avenir. Parce que nous vivons sur l'héritage de nos enfants. Nous n'avons pas le droit de gâcher l'héritage de nos enfants. Moi, je me bats pour cet héritage-là. Ces jeunes qui sont là, qui ont appris à qui nous devons laisser un Congo balisé. Voilà le chemin que je trace. C'est ça le plus important.
Le plus important, ce n'est pas que je me venge de Sassou. Je veux me venger de Sassou, pourquoi? Vous m'ouvrez justement une fenêtre, président Boukadia. Si demain, vous arrivez au palais présidentiel, quelle serait votre première action ou votre premier chantier? Bon, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, parce que beaucoup de choses ne sont pas encore... Vous y songez quand même? Il y a un ordre de... Aujourd'hui, je me bats à ce que mon pays retrouve la dignité démocratique. On peut arriver au pouvoir par des voies inacceptables. Ça, ce n'est pas intéressant parce qu'à ce moment-là, on n'a pas de projet de régler les inégalités qui peuvent apparaître dans la population. J'ai cette envie d'arriver dans un Congo apaisé où nous allons gommer les inégalités, où nous allons permettre pour atténuer les tensions entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et le Congo, par exemple dans le dossier qui empoisonne la vie, le dossier des biens mal acquis. Vous savez, donc je crois qu'on peut trouver des solutions. Pourquoi ils veulent rester au pouvoir? Parce qu'ils se disent, ils ont tellement fait du mal, ils ont tellement eu des biens, qu'est-ce que ça va devenir ces biens-là? Mais tout est dans la discussion, tout est dans la négociation. Alors, peut-on avoir quand même une idée des grandes articulations de votre programme politique ou de votre projet pour le Congo-Brazzaville? Vous savez, j'avais proposé à l'époque ce que j'avais appelé Congo-Nabisso, c'est-à-dire un projet de gouvernement qui était centré sur 10 aspects, qui essentiellement, en grande ligne, qui consistait à la création de la sécurité sociale pour tous, la création d'un fonds d'investissement pour créer des entreprises, c'est-à-dire de l'emploi, permettre aux jeunes d'être des acteurs dynamiques en tant que créateurs d'entreprises pour créer de l'emploi et établir des réseaux routiers, permettre à ce que les Congolais aient l'accès à l'électricité et à l'eau et à l'éducation. Voilà, en gros. Je ne peux pas trop détailler. On l'aura bien compris, mais qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que vous êtes différent des autres opposants congolais? Qu'est-ce qui différencie votre programme du programme des autres programmes? Mais je ne connais pas les autres. Moi, ce que je sais, c'est que j'offre la perspective d'un Congo apaisé. D'un Congo où les victimes ne soient pas en train de dire quel jour nous allons sauter à la gorge de nos bourreaux. Parce que ceux qui font aujourd'hui, qui sont, semble-t-il, des opposants, et je les comprends, ils ont été d'abord avec M. Sassou. Ils sont devenus opposants parce que M. Sassou leur a tiré leur cuillère en or. Je l'ai dit, maintes fois dit, je n'ai jamais émargé. Que ce soit au PCT, que ce soit dans les sociétés satellites du PCT ou directement la route de Mpila, c'est-à-dire la résidence du dictateur. Je ne connais pas. Ces opposants, justement, congolais, vous présentent comme le candidat de la France. Donc, un pion de l'Élysée qui, demain, veillera aux intérêts de la France. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait? Seulement de la France, moi je pense. Parce que vous exercez en France, vous vivez en France, vous avez vos connexions en France, on n'a pas besoin... On aurait aussi pu dire des États-Unis, de la Chine, de la Russie. Mais on connaît le poids de la France au Congo-Brazzaville. Je suis un homme ouvert. La France est notre premier partenaire. Cela sous-entend. Et en plus, nous avons l'avantage de parler en français. Pourquoi voulez-vous que j'aille ailleurs, alors que en France, je peux facilement expliquer ce que je souhaite pour le Congo et pour l'Afrique. Pourquoi
voulez-vous qu'on aille chercher ailleurs alors que la France a déjà un pied par là-bas? Il suffit seulement de dépoussiérer, que nous revenons dans le cadre de la CEMAC, que nous revenons ou bien dans le cadre de l'UDEAC, dans lequel les entreprises françaises, puisque les Africains parlent naturellement français, donc ça éviterait de faire encore des investissements inutiles en apprenant le chinois ou en apprenant je ne sais pas quelle autre langue. Moi, je crois qu'au XXIe siècle, à l'orée du XXIe siècle, il faut rentabiliser les acquis que nous avons. Nous avons un fort acquis avec la France, et c'est ça le plus important. Si maintenant on me présente comme le candidat de la France, mais je pensais que la France soutenait ce monsieur-là. À sa place, si on commence à dire que je suis le candidat de la France, il devrait s'inquiéter alors. Alors, si vous était demandé de dresser le bilan du président Sassou, que diriez-vous? Le bilan de sa gestion et de son action. C'est son bilan de... Il a certainement eu de très bonnes idées quand il était jeune. C'est-à-dire en 1969, quand il a commencé à faire la politique. Mais aujourd'hui, c'est un vieux usé, fatigué, sourd. Comme le demande le peuple, il doit s'en aller. En 2009, je lui avais demandé de sortir par la grande porte. J'étais le premier à le lui dire. Et que je lui avais demandé que je pouvais aller jouer de la pétanque avec lui. Et je pouvais aller à la pêche. Donc les propos qu'on me dit que j'ai un caractère fermé, intraitable, putschiste, c'est dans la tête de ceux qui pensent comme ça. Vous êtes prêt à dialoguer avec le président Sassou? Ça dépend de ce que vous entendez par dialogue. C'est-à-dire un gouvernement d'union nationale, consensuel, vous savez que qui vise... J'ai déjà été condamné pour un gouvernement d'union nationale à 30 ans de travaux forcés. Vous voulez que je parle de nouveau gouvernement d'union nationale avec lui pour qu'il me donne 60 ans encore? Non, justement parce que les Congolais redoutent une nouvelle guerre suite à la candidature du président Sassou ou au lendemain des élections présidentielles, si M. Sassou venait à gagner les élections. Donc, ils sont en droit aujourd'hui de savoir si vous êtes prêt à être Premier ministre ou à ouvrir un dialogue, ou alors si vous étiez proposé d'ouvrir le dialogue avec le président Sassou et les autres autorités congolaises. Écoutez, on ne dialogue pas pour le plaisir de dialoguer. Moi, je n'attends rien. Ce que je demande à M. Sassou, et si on vous proposait? Ce que je demande à M. Sassou, qu'il libère d'abord les cadres et les membres de mon parti qu'il a pris en otage. Et après, on verra. Mais soyez certains que ce qui m'anime, c'est la stabilité du Congo et de l'Afrique centrale. J'y tiens beaucoup. Permettez-moi de revenir sur le cas Boko Haram. Demain, si vous étiez porté au firmament au sommet de l'État, quelle serait l'action que vous mènerez? Nous envisagerons cela le moment venu. Notre entretien tire à sa fin. Président, je vais vous laisser le mot de la fin. Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier de cet entretien. Et le mot de la fin, d'abord, je pense à tous mes compatriotes et à tous les Congolais du Nord et du Sud d'être confiants à l'avenir. Et les péripéties de M. Sassou est du passé. Je demande à la diaspora d'être le fer de lance pour le changement et le grand rassemblement. Il n'est pas normal que nos jeunes qui sont ici, Congolais, sont privés du droit de vote. Je veux me battre, je me bats pour que tous les Congolais qui sont à l'étranger de la diaspora aient accès au vote. Je veux me battre pour que plus aucune goutte de sang d'un Congolais, quel qu'il soit, du nord ou du sud, ne soit versée pour les questions politiques. Parce qu'un peuple est sacré. Je veux me battre pour que la Constitution ne soit pas modifiée. Seulement, je demande à M. Sassou
d'être clair avec lui-même. C'est-à-dire qu'il nous annonce de manière solennelle et officielle qu'il veut effectivement aller vers un référendum constitutionnel en vue de changer la Constitution. À ce moment-là, je prendrai les responsabilités qui sont les miennes. Mais pour l'heure, ce que je souhaite, je le redis, la libération de tous les prisonniers politiques qui peuvent être adossés à la vue exécutoire des Nations Unies qui demandent que les cadres et les membres du CDRC et ma condamnation à 30 ans de travaux forcés puissent être levés sans équivoque et sans condition, c'est-à-dire par un non-lieu judiciaire. Nous ne demandons pas une amnistie parce qu'on n'a rien fait. Mais par contre, nous demandons un non-lieu judiciaire. Et à ce moment-là, nous pourrons aviser comment voir l'avenir ensemble. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, merci de nous renouveler votre confiance. C'était La Voix de la Diaspora, coproduction Camer.be, Sopiprod International, Diaspora Post Magazine. Et à la semaine prochaine.